the Mornites du mois de juillet. Thank you everybody for being in the Mornites Municipal Council for July. As usual, we'll be answering your questions at the end of the meeting. Just name yourself and we'll try to answer the questions the best we can. Donc, on va répondre aux questions à la fin de la réunion. Et puis, juste vous nommer et puis on va essayer de répondre aux questions le mieux qu'on peut à la fin de la réunion. Bonne réunion tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens, I'll say this in English, does anybody not understand French here? We're good? Okay, donc on va faire la réunion en français. If anybody has any questions in English, please don't be shy to ask your questions in English again. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Ça va? Qui propose? Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 18 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Non, question. Ça va? Qui propose? M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 17 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Qui propose? M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Vous faites les comités, c'est aussi. 3.4, procès-verbal de la séance du comité de démolition du 12 juin. Bonsoir, M. McCord. Oui, je propose. Proposé par M. McLaurin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Belle entrée. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers de notre directeur général, c'est pour dépôt. 4.2 également, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués également pour dépôt. Y a des questions? Merci. Ça va? Rapport sur les transferts budgétaires, également pour dépôt. Le transfert, oui. Oui. Le transfert. Le transfert. 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur le ministre. Oui. J'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 30 juin 2024 qui s'élève à 2 117 887 $. Ceci, il y a deux gros chèques pour la quote-part de la MRC, 485 080 $, et le deuxième versement de la Sûreté du Québec, 695 991 $. Merci beaucoup. Donc, vous proposez. Oui, c'était pas quoi. Oui, je propose. Proposé par M. Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. Je sais qu'on n'a peut-être pas entendu, les grosses dépenses du mois-ci, c'est la Sûreté du Québec et la MRC-DPA. C'est les deux plus gros chèques qu'on a ce mois-ci. 5.2, état des activités financières. M. Levin? Oui, M. Blanc, bonsoir. Alors, je remets des états financiers de la municipalité au 30 juin 2024. On est à mi-exercice financier. Donc, au chapitre des dépenses, on est en ligne avec des objectifs qui étaient prévus dans le budget 2024 et il en va de même au niveau des revenus. Donc, pas d'imprévu à ce jour et une ligne de mutation immobilière là, qui s'amorce de la bonne façon. On est presque en avance là, sur le montant que l'on avait accumulé à pareille date l'an dernier. Merci beaucoup. Y a des questions, membres du conseil? J'ai une question. Savoir si c'est disponible, ça, pour la population. L'état des états financiers annuels est disponible pour la population, pas à tous les mois. Tous les mois, c'est pour le mensuel. Ça, c'est biannuel, celui-là? Non, ça, c'est à tous les mois. Une fois par année. Une fois par année, c'est disponible. Merci. 5.4.1, adoption règlement 758-2024, modifiant le règlement 560-2018 sur le traitement des élus concernant les fonctions donnant lieu à une rémunération additionnelle. Juste pour rassurer les gens dans la salle, on n'est pas en train de se voter l'augmentation salariale. Monsieur Épine. Oui, alors donc, ce règlement modifie le règlement sur le traitement des élus afin que la description des fonctions pour lesquelles une rémunération additionnelle est accordée corresponde à la réalité. Et comme vous venez juste de le faire remarquer, il n'implique aucun changement à la rémunération des membres du Conseil. Ça ne vise qu'à procéder à des ajustements du titre là, porté par les élus qui occupent des fonctions de responsables là, et qui leur octroient une rémunération additionnelle. Alors, je le rappelle encore une fois, pas de changement à ce chapitre-là.
Parfait. Qui propose la modification du règlement? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, rapport mensuel de notre directeur d'incendie. C'est pour dépôt. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Rapport mensuel du service de police, Station Police du Québec. Vous avez vu le rapport ce mois-ci. Y a-t-il des questions? Non. 6.4.1, adoption règlement SQ 2023-1, modifiant le règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre, concernant le stationnement, ainsi que la protection des élus et des employés municipaux et l'usage des armes à feu. Monsieur le président. Alors, donc, ce règlement modifie le règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement et le paix et l'ordre afin d'interdire le stationnement de tout véhicule à moins de 1,5 m d'une borne fontaine. Il prescrit l'interdiction de stationner dans le sens contraire de la circulation. Il ajoute d'autres actions répréhensibles à l'égard des élus et des employés municipaux et de toute personne visée par l'article 63 pouvant faire l'objet d'une infraction, soit le harcèlement, l'intimidation et l'incivilité. Et enfin, il hausse la distance en deçà de laquelle il est interdit de faire usage d'armes à feu, d'arbalètes et d'arcs, donc faisant passer cette distance de 300 à 500 mètres. Je vous rappelle que c'est une modification qui va être adoptée par l'ensemble des municipalités de la MRC, puisque ce règlement est un règlement commun là, régional à l'échelle de la MRC. C'est important de préciser que le 300, c'est 300 mètres à partir d'un bâtiment. Nous autres, on rend ça à 500 mètres à partir d'un bâtiment pour l'utilisation des arbalètes et des armes. Qui propose l'adoption du règlement? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Pas le choix. 6.4.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 760-2024, modifiant le règlement 370-2003, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, afin d'ajouter toutes les rues et chemins débouchant dans une zone de circulation restreinte. Monsieur le Président. Oui, alors ce projet de règlement là, vient modifier l'article 4 donc, du règlement de 2003 là, relatif à la circulation des camions et des véhicules outils pour mettre le tableau à jour et ajouter là, aux rues qui y figurent déjà l'ensemble des rues qui débouchent sur des rues là, qui sont déjà dans le règlement. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Travaille pas, c'est ça, Mme McLeod? Oui. L'avis de motion donné par Mme McLeod. Peut-être juste pour expliquer un peu plus, c'est quoi cette affaire-là, -là, c'est qu'on a des rues dans la municipalité où on ne veut pas de transit de camions. Je donne un exemple, le rang 2, le rang 4, les rues intermunicipales où il pourrait avoir du transit de camions, mettons, d'une carrière à une route provinciale. On veut forcer les camionneurs à emprunter les routes provinciales pour ne pas abîmer les routes municipales. Donc, le ministère des Transports est venu nous dire que si on ne rajoutait pas toutes les routes qui sont connectées à ces routes-là comme étant accessibles par livraison seulement, donc les gens pourraient avoir des constats d'infraction s'ils allaient livrer sur des rues qui sont connectées aux rues interdites pour les camions. Donc, on a rajouté les rues transversales qui débouchent à rien sur la liste des rues qui sont accessibles par transit par ces rues-là. Dans le fond, on ne change rien, c'est juste nomenclature, demande du ministère des Transports. Fait que ça va être ça. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? On est chanceux ce soir, il n'y a pas mouillé fort ici, il y a mouillé fort en ville. On n'a pas trop de dommages. 7.2.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, réfection de chaussée, rue Bennett. Oui, alors cette résolution-ci est la suivante, donc vise à autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur du programme PAVL qui ont financé une partie des travaux. Alors dans ce cas-ci, ce sont les travaux de la rue Bennett qui ont été réalisés l'an dernier. Dans la résolution suivante, on parlera du projet qui a été réalisé il y a 2 ans pour la réfection de chaussée du rang 2 des chemins Belle-Île et Lakeshore et des chemins de Christyville et la rue Gros. Qui propose après? Mme Patnaud propose, c'est la présentation de la reddition de compte. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, c'est pour aller chercher les sommes au gouvernement. À ce moment-ci, j'aimerais passer la réunion à Mme McLeod, qui est la mairesse suppléante, parce que ça concerne l'entreprise pour laquelle je travaille, David Excavation. Mme McLeod. OK. C'est 7.2.1. 7.2.2. 7.2, excuse-moi.
Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération réfection des chaussées, rang 2, chemin Belle-Île et Lakeshore et Riquet-Civil-Groux. Attendu que la municipalité a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que les travaux ont été réalisés le 1er mai 22 et au 31-23, attendu que la municipalité transmet au ministère les pièces justificatives, excusez-moi, suivantes, le formulaire de reddition du compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil atteste la fin des travaux. Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de remplissage mécanisé et de rechargement granulaire. Il est proposé d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'ai dit un proposeur. Je propose. Je propose. Merci, M. McLeod. Merci, Mme Leclerc. Pardon me? Merci beaucoup. Yeah. Bien fait. 723, acceptation provisoire, réfection de chaussée rue Bennett. Monsieur Lépine. Oui, alors, donc ça fait suite à la résolution numéro 143-04-23 relative à l'octroi d'un contrat pour la réfection de la chaussée de la rue Bennett. On vient d'en parler l'an dernier dans mon cours construction, pardon. Les travaux prévus au contrat ont été réalisés conformément au devis. Le directeur des travaux publics et des infrastructures et les ingénieurs au projet recommandent l'acceptation provisoire des travaux suivant la recommandation des pièces justificatives jointes au dossier et avec une retenue de 5 des sommes qui sont dues dans le projet. Merci. Qui propose? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 724, autorisation d'entamer les procédures en vue de la démolition de l'immeuble municipal au 81 chemin du Lac-Éco. Monsieur Lépine. Oui, alors la municipalité a procédé à l'acquisition de l'immeuble du 81 chemin du Lac-Éco le 12 juillet dernier, donc ça fait pratiquement un an. On parle de l'immeuble qui est situé dans le milieu du parc Basler, dans le cadre de la transaction de l'acquisition de toutes les terres qui sont situées aux alentours et qui appartenaient aux entreprises Basler. Le service des travaux publics et des infrastructures avait mandaté le 5 juillet 2022 un expert afin de procéder à une analyse diagnostique du bâtiment. Cet expert a remis son rapport le 26 juillet 2022. Le rapport comporte des conclusions à l'effet que le bâtiment est dans un état de désuétude importante et que des investissements substantiels à court terme sont nécessaires dans toutes les parties de celui-ci, notamment la fondation, le revêtement extérieur, la toiture, le système électrique, la plomberie, ainsi que les filets intérieurs. Le Conseil ne souhaite pas conserver cet immeuble dans sa vocation actuelle, soit un immeuble à logement à des fins résidentielles. Le Conseil ne souhaite pas non plus investir des centaines de milliers de dollars nécessaires afin de remettre à niveau un bâtiment difficilement compatible avec l'aménagement planifié pour l'ensemble du parc Basler. Donc, ce faisant, la démolition de l'immeuble est préconisée compte tenu de son état de détérioration avancée. On prend en considération le fait qu'il n'est pas de la mission de la municipalité de louer des logements résidentiels. On tient compte également qu'il y a toujours un bail de logement en vigueur dans l'immeuble du 81 chemin du Lac-Éco et qu'il sera éventuellement nécessaire de résilier ce bail afin de pouvoir procéder ultimement à la démolition de l'immeuble. Donc, recommandation est faite au Conseil d'autoriser l'institution des procédures nécessaires en vue de procéder à la démolition de l'immeuble municipal du 81 chemin du Lac-Éco conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Voilà, ça complète en gros. Évidemment, il ne s'agit pas d'une autorisation qui vise à autoriser la démolition de l'immeuble demain matin avec un bélier mécanique. Là. Il y a une procédure qui va être suivie avec éventuellement consultation du Conseil local du patrimoine. Parfait. Qui propose? Je propose.
M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. C'est entendu qu'on va consulter le comité local du patrimoine pour voir s'il y a des éléments qui sont primordiaux à conserver dans ce bâtiment-là. Mais après ma barre, il y en a pas. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport? Y a-t-il des questions? Non. Ça va. 8.1, rapport mensuel de notre directrice en urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. Rapport sur les permis et certificats. Il y en a eu 4 de plus que le mois passé. C'est ça, non? Oui. Oui. 38. 38 maisons neuves à date dans Mornex depuis janvier passé. Vous êtes sûr, Mme Casson? Non. Non, on vous a ajouté, Plus ou moins. absolument, on vous a ajouté le rapport sommaire que l'on retrouve habituellement, donc le chiffre est de 39. Oh! 8.3, on n'a pas reçu de rapport ce mois-ci de la Société de protection et de contrôle des animaux. Donc, on va aller aux dérogations mineures et PIIA. Et ce mois-ci, on en a moins que d'habitude, hein, M. Lépine? Absolument, oui. On va aller 8.4.1, dérogation mineure 415 Chemin Belle-Île. On va mettre ça à l'écran. Voilà. Donc, vous venez de le voir à l'écran, ici. Donc, demande de dérogation mineure au 415 chemin Belle-Île. Construction projetée d'un deuxième garage attenant, alors que la réglementation en vigueur autorise un garage et un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal. Donc, l'analyse de la demande, c'est que le garage va servir pour les occupants du logement intergénérationnel. La maison n'est pas visible du chemin Belle-Île. Il y a un aspect de sécurité à prendre en considération pour les parents qui occuperont ce logement intergénérationnel. L'apparence de la maison n'est pas affectée par le deuxième garage. Il y a une fenêtre qui est remplacée par une porte de garage et il aurait été possible d'agrandir le premier garage existant. Cependant, mis à part les travaux de rénovation requis, l'ensemble de la construction est conforme. Le comité consultatif d'urbanisme va procéder à l'analyse de cette demande et en recommande l'approbation. Donc, ce que vous voyez dans le carré jaune devient un garage, tout simplement. Le bâtiment ne change pas de gabarit ou quoi que ce soit. C'est tout simplement ça. Oui, donc des questions sur la dérogation mineure. Dr. Measures. Est-ce que that's just an excuse for an Airbnb operation? No, there's an actual 2 families that live in the house and they want a garage for their parents. We can't do a lie detector test to find out what people are going to Is do. it zoned for, For Airbnb, Belle-Île, non. D'autres questions sur la dérogation mineure? J'ai juste une question de Oui. curiosité. Est-ce qu'on peut mettre l'image aérienne? Oui. La ligne bleue, c'est un sentier? Bleu. Sur Belle-Île, attendez. La ligne Déjà ici. Oui, c'est un ligne. Non, La non, ligne pas là, bleue. à droite. À droite, en bas, en bas. là, Je ne peux pas vous dire que c'est un cours d'eau ou un sentier, mais on dirait que c'est dans le coin de la JRJ, honnêtement. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais, mais ça n'affecte pas le Non, sentier non, affecté. Non. Et ça passe chez nous. À côté de la Ouais. JRJ ou le. La ligne bleue. Ah oui, oui. OK. Y a-t-il d'autres questions concernant la dérogation? Ça va? Donc, on ferme la réunion de la dérogation à 19h48. Qui propose l'adoption de la dérogation mineure? J'ai proposé. Monsieur Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, c'est mon besoin. Oui. On dit que Facebook connaît, fonctionne. 8.4.2, dérogation. On dit que Facebook connaît, ne fonctionne pas. Louise, est-ce que Facebook semble fonctionner? Oui. Oui, Merci. merci. 8.4.2, dérogation mineure, 129 rue du Midi. Alors, ici, demande de dérogation mineure là, pour abaisser la distance à 1,4 m entre le bâtiment accessoire, donc la remise, et le bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige une distance minimale de 3 mètres. Il s'agit d'une régularisation d'une situation existante. Alors, rapidement, je passe en revue l'analyse de la demande et les motifs soumis. Donc, elle vise, je viens de le dire, la régularisation des travaux effectués par l'entrepreneur mandaté par le propriétaire. Selon le propriétaire, lors de la construction par l'entrepreneur, celui-ci a erré là, sur la distance. Le bâtiment a fait l'objet d'un permis en 2021 et pour déplacer le cabanon, la base devrait être démolie ou le cabanon même. Alors, il y a une présence d'une servitude en cours latérale étroite, là, dont il faut tenir compte.
Alors voilà, le comité consultatif a procédé à l'analyse de cette demande-là et en recommande l'approbation par le Conseil. Parfait. Y a-t-il des questions concernant la dérogation mineure? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant la dérogation mineure en tant que une régularisation d'un cabanon existant? Ça va? Donc, qui propose l'adoption de la dérogation mineure? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.5.1, embauche adjointe administrative. Donc, considérant que la municipalité a procédé à un appel de candidature pour combler le poste vacant d'adjointe administrative au service de l'urbanisme et de l'environnement. Attendu que cet appel de candidature s'est déroulé suivant les dispositions des politiques en vigueur de la convention collective applicable. Considérant que cet appel de candidature a débuté par un affichage interne d'une durée de 5 jours ouvrables. Considérant que le comité de sélection nommé pour évaluer les candidatures reçues et formuler une recommandation d'embauche à compléter son mandat. Considérant que le comité de sélection recommande au Conseil la candidature et l'embauche de Mme Jessica Leblanc. Attendu que le directeur général a autorisé l'embauche de Mme Leblanc à titre de personne salariée temporaire au poste d'adjointe administrative à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à l'adoption de la présente résolution, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Jessica Leblanc au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme et de l'environnement, selon les termes de la convention collective en vigueur et de la politique salariale applicable. Et on souhaite la bienvenue à Mme Leblanc au sein de notre service d'urbanisme. Qui propose? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Je vais regarder à gauche, Gilles. 8.6.1, adoption, règlement 759-2024, modifiant le règlement 649-2022 sur l'eau potable, afin de préciser certaines dispositions concernant la protection des sources d'eau potable ainsi que certaines définitions. Monsieur Lévesque. Alors, ce règlement apporte des correctifs à certaines dispositions pour permettre l'atteinte des objectifs de la réglementation sur l'eau potable en vigueur. Ainsi, le délai pour remédier à une défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement est porté à 30 jours au lieu de 15 jours. La définition du terme arrosage automatique est remplacée par une définition du terme système d'arrosage automatique afin de concorder avec les autres articles du règlement. De plus, les propriétaires de tout système d'arrosage automatique devront obligatoirement détenir un certificat d'autorisation du service de l'environnement afin de pouvoir s'approvisionner à même un réseau d'aqueduc municipal. Enfin, le règlement vient préciser que les ouvrages de captage des eaux dans les aires de protection des sources d'eau potable seront interdits uniquement dans les secteurs desservis par un réseau de distribution d'eau potable. Parfait. Donc, les grosses modifications, c'est les gens qui ont un système d'arrosage automatique doivent aller chercher un certificat d'autorisation. Ça va permettre à la municipalité de savoir qui respecte la réglementation concernant l'arrosage plus facilement. Et également, il y avait la modification pour les jours pour réparer une conduite défectueuse. Souvent, avec 15 jours, les gens avaient de la misère à trouver un entrepreneur, puis ils tombaient en constat d'infraction très rapidement. Donc, on a augmenté ça à 30 jours, si ce n'est pas des fuites majeures, bien entendu. Donc, c'est une irrigation connectée à la ville. Connecté à la ville, absolument. Connecté sur le, c'est juste connecté à la ville. Parce que les gens qui ont des puits ne sont pas assujettis à ça. Donc, Mme McLeod avait donné l'avis de motion. Donc, est-ce que vous proposez le règlement? Je propose. Non, il faut que Mme McLeod propose l'avis de motion. 8.6.2, dépôt, résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 757-2024, modifiant le règlement 642-2022, de zonage, afin de déplacer les lots 3 736-075, 3 736-342, 3 736-345, 3 736-361, 3 736-363, 3 736-365 dans la zone mixte 3. Pour ceux qui ne savent pas par cœur, ces lots-là sont où? C'est tous des lots sur la rue du village à l'est de l'hôtel de ville. Donc, entre l'hôtel de ville et Gourmet du village, qui était dans une zone mixte avant. Puis quand on a fait la procédure de refonte de la réglementation, on ne sait pas pourquoi, mais ils se sont rendus dans une zone seulement résidentielle. Puis on pense que c'est propice que ces bâtiments-là puissent encore exploiter des bureaux ou des petits commerces sur la rue du village. On pense que c'est intéressant. Donc, qui propose... non, excuse-moi, c'est le dépôt des résultats. Excuse-moi. Vous déposez. Il y a combien de personnes qui ont signé pour demander un référendum? Donc, il n'y en a aucune. Je vais donc dire qu'après la séance ordinaire du 12 juin dernier, nous avons procédé à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement à ce règlement. Et
et qu'effectivement, il n'y a eu aucune demande d'ouverture de registre dans ce dossier, ce qui nous amènerait donc à la procédure d'adoption finale. Exact. Donc, on va aller à 863. Donc, l'adoption du règlement 757-2024, modifiant le règlement 642-2022 pour les mêmes lots que j'ai décrits dans la première résolution. Qui propose? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 864, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement. C'est le cas. Ouais, alors, les propriétaires de l'immeuble, ici au 887, le chemin du village, pour situer l'assistance de l'immeuble, juste en face du magasin Vaillancourt, donc dans le centre du village. Ils ont déposé et obtenu un PIA, un permis de transformation du bâtiment principal, ainsi qu'un permis d'installation sanitaire afin de réaliser diverses améliorations de la propriété pour permettre un usage du groupe commercial et public. L'article 119 du règlement de zonage prévoit un nombre minimal de cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite pour un usage des groupes commerces industriels, publics et agricoles. Suivant les paramètres énoncés dans le PIA soumis par les propriétaires, 6 cases de stationnement sont requises alors que 4 sont existantes. L'article 120 du même règlement prévoit que le Conseil peut accorder une exemption à l'obligation prévue à 119 et les propriétaires ont déposé le 2 juillet 2024 une demande visant à obtenir une exemption pour 2 cases de stationnement manquantes dans leur projet. L'article 120 prévoit qu'il doit y avoir une compensation de 1 000 par case de stationnement qui est affecté donc à un fonds là, pour en fait, l'aménagement de stationnement futur. Parfait. Donc, qui propose l'exemption de 2 cases de stationnement? J'en propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Puis juste peut-être souhaiter la bienvenue à une jeune couple qui va s'installer dans ce bâtiment-là. Ça va être un atelier de poterie. Ils vont donner des cours. Ça va être très, très, très intéressant pour le centre du village. On les souhaite la bienvenue. 865, dépôt, rapport annuel 2023-2024 d'Abri Nord, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non, pas de question. Est-ce qu'il est accessible? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Il est absolument accessible. Sur le site de la municipalité. Et sur le site d'Abri Nord. Merci. 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Non. 9.2.1, contrat approvisionnement, achat et installation d'un abri communautaire au parc Base-2. Monsieur Lepine. Oui, alors le programme triennal d'immobilisation de cette année prévoit l'achat et l'installation d'un abri communautaire au parc Base-2 dans le cadre du réaménagement de ce dernier. Il y a un travail d'ailleurs qui a été réalisé par le Conseil pour planifier cet aménagement-là à venir. L'estimé des coûts du projet se situe en deçà de 50 001 $. Le règlement sur la gestion contractuelle prévoit que les contrats de moins de 50 000 $ sont octroyés de gré à gré. Et notre politique d'achat prévoit également l'obligation d'obtenir un minimum de 2 offres écrites de fournisseurs pour les contrats d'approvisionnement de 10 001 à 50 000 $. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire procède à des demandes de prix pour l'achat et l'installation d'un abri communautaire de 16 par 32. Dans le cadre de ce projet-là, la municipalité a reçu une subvention du gouvernement du Québec dans le cadre du programme PRIMA, permettant à la municipalité de défrayer l'entièreté des coûts du projet. La municipalité a reçu 3 offres écrites de 3 fournisseurs différents, soit Construction Jarreau à 42 080 et 85 taxes incluses, Jackson Hill 69 895 et 81 taxes incluses, et Tessier à 50 754 taxes incluses. L'offre écrite la plus basse est conforme au devis transmis aux fournisseurs. Donc, recommandation vous est faite d'accorder le contrat d'approvisionnement à Construction Jarreau au montant de 42 080 et 85 taxes incluses. Merci. Qui propose l'achat du propos? Sonia propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Les gens ils vont reconnaître l'architecture de nouvel abri qui est sensiblement la même que l'abri qui est déjà existante au parc Basler, donc en bois, avec la même sorte de toiture. C'est un petit peu plus grand, ça va être à côté des terrains de pickleball, les gens vont être un petit peu plus à l'ombre. Pour ceux qui jouent au soleil, vous savez qu'il fait chaud, c'est difficile, donc on va installer l'abri dans ce coin-là pour les gens au pickleball et au tennis. Bien, merci. 9.3.1, renouvellement membre du Conseil local du patrimoine. Donc, considérant que le règlement 622-2021 sur le Conseil local du patrimoine prévoit la nomination d'un maximum de 5 membres
dont un membre provenant du conseil municipal, considérant que les membres ont été nommés par les résolutions du conseil municipal numéro 388.11.21, 710223 et 648.10.23. Considérant que l'alinéa 2 prévoit l'article du règlement prévoit la possibilité de renouveler le mandat des membres du conseil pour une période de 2 ans. Considérant qu'il y a lieu de renouveler les mandats de certains membres du conseil, il est proposé de renouveler les mandats de Mme Michèle Prévost, ainsi que de M. James Jackson et Peter McLaurin à titre de membres du conseil local du patrimoine pour un mandat de 2 ans. Donc, qui propose de renouveler les mandats de ces membres? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations. McLaurin, beau travail. On est rendu à la correspondance. Donc, membre du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité. Ça va? Oui. J'aimerais juste, à ce moment-ci, peut-être féliciter les gens des loisirs et l'incendie et travaux publics pour les festivités de la Fête du Canada. Un grand succès cette année, il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas le chiffre encore des gens qui sont là parce qu'on avait un appareil qui mesurait la quantité de personnes, mais ça se situait dans les milliers de personnes. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un événement, pas de pluie. Hein? On est bien content de ça. Et je pense que les gens en ont bien profité. Donc, félicitations à tous les services pour leur bon travail là-dedans. Je pense que ça a été un grand succès. Les prochains événements qui s'en viennent, ben, il y a Shakespeare in the Park, le 20. Il y a Arts More Heights, si je ne me trompe pas, qui s'en vient. Et Superfolk, n'oubliez pas Superfolk, il y a plusieurs événements Superfolk qui s'en viennent aussi. Donc, allez-y en grand nombre. J'ai eu une question Internet que j'aimerais vous lire et je vais répondre par la suite. C'est une question de M. Sylvain Jean. Et M. Jean dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir une entente intermunicipale avec la ville de Wentworth-Nord pour favoriser l'accès à l'eau? Cette année, la municipalité de Wentworth-Nord demande des frais de 20 par embarcation, même des planches à pagaie, pour utiliser les stations de lavage et la mise à l'eau. Comme plusieurs résidents de Montréal, je profite avec ma famille du lac Saint-François-Xavier 2-3 fois par semaine avec nos planches à pagaie. Nous visitons le lac Saint-François-Xavier. J'imagine que ça coûte cher s'ils font ça à chaque fois. Plusieurs résidents de Montréal font de même. Est-ce qu'il serait possible de négocier une entente intermunicipale pour réduire le coût d'utilisation de la station de lavage et la mise à l'eau des planches à pagaie et kayak? M. Sylvain Jean. M. Jean, je vais faire la demande à la mairesse de Wentworth-Nord, mais je ne crois pas qu'il y ait possibilité de modification des tarifs pour cette année. C'est des nouvelles installations qui ont fait au niveau des nouveaux tarifs pour limiter l'accès au lac, puis protéger le lac Saint-François-Xavier. Mais je vais faire la demande à Mme la mairesse quand même pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire une entente réciproque peut-être avec le partenaire. On verra ce qui est possible. Et à ce moment-ci, ben, j'inviterais peut-être, je vais commencer par prendre le taureau par la corne. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont entendu parler du projet potentiel de site de dépôt à neige usée. La municipalité regarde plusieurs sites pour le dépôt à neige usée, mais celui qui concerne les gens, c'est le site de la carrière Miller. Et effectivement, on regarde une portion de la site de carrière Miller comme une possibilité pour le site de dépôt à neige usée de la municipalité. Comme ceux qui suivent l'actualité municipale, vous savez que ça fait des années qu'on travaille avec Saint-Sauveur et notre neige usée allait à Saint-Sauveur dans la dompe à neige de Saint-Sauveur. Et puis, Saint-Sauveur a besoin de l'espace additionnel pour leurs commerçants. Donc, ils ont dit à la fin de l'entente qui était négociée avec nous qu'elle allait reprendre la portion qui était utilisée par Moore Knights. Donc, Moore Knights, cette année-là, ou même l'été suivant, nous autres, on a fait des approches avec la ville de Piémont, la ville de Sainte-Adèle, la ville de Sainte-Adèle d'Howard, Valmorin, et aucun de ces sites-là n'avait la possibilité d'accueillir notre neige usée. On a même consulté Saint-Jérôme qui n'ont pas plus d'espace pour nous autres. Donc, on est rendu qu'on emmène notre neige à Mirabel. Et ça occasionne des frais supplémentaires de 200 000 par année en transport et disposition de neige usée. C'est des frais énormes pour les citoyens de la municipalité. Ce n'est pas soutenable à long terme. Donc, il faut qu'on trouve un site de neige usée. C'est sur ça qu'on travaille présentement. On comprend que la carrière Miller, depuis plusieurs années, était problématique pour le lac de Nava, le ruisseau Jackson et même le lac Éco. Ça a toujours été problématique au niveau du transport des sédiments et ainsi de suite. La carrière, en tant que telle, va fermer. En tout cas, les nouvelles que j'ai, c'est que la carrière va fermer. Et puis,
L'objectif de la municipalité, c'est de voir le meilleur site dans la municipalité pour disposer de notre neige usée. Les neiges usées, aujourd'hui, sont régies par le ministère de l'Environnement et les normes sont très sévères concernant la disposition des neiges usées. On ne peut pas faire comme à Montréal, juste domper de la neige dans le fond d'une carrière puis espérer qu'il n'y aura pas de pollution. Ça ne marche pas comme ça. À cette heure, il faut faire des aménagements qui coûtent... écoutez, j'en ai fait un à Papineauville moi-même dans mon autre vie, là, puis ça a coûté au-dessus d'1 million de dollars pour sensiblement le même volume de neige que Mornite transporte dans une année, qui est à peu près 500 voyages. C'est 500 voyages sur une hiver moyenne pour Mornite. On transporte la neige uniquement dans les sites où il y a des trottoirs, parce que ce n'est pas possible de pousser la neige de l'autre bord des trottoirs sur les terrains privés. Donc, il faut transporter la neige, on n'a pas le choix. On comprend les préoccupations des gens de la pollution, mettons, du potentiel du lac Denava ou du lac Echo. On a reçu des correspondances de l'association en tant que telle. J'ai même eu des discussions avec le maire de Mélile, qui est M. Sauvé, et je me suis engagé à le tenir au courant de toutes les prochaines étapes. Présentement, on est en analyse avec le ministère de l'Environnement pour savoir si même on peut faire cela ou non. C'est là qu'on est rendu présentement. Et puis, c'est sûr que l'hiver 24-25, il n'y a pas une goutte de neige qui va aller là, parce que on n'a pas le temps, même s'ils nous donnaient le OK, d'avoir des plans et devis de fait, l'appel d'offres, puis la construction du site en tant que tel. Fait qu'il n'y aurait rien qui va se passer cet hiver. On vise l'hiver 25-26. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent avec les dépenses des citoyens de Mornite. C'est jamais intéressant de faire un site de dépôt de neige usée. J'aime bien mieux dépenser de l'argent sur les parcs, mais c'est un mal nécessaire. Et écoutez, on s'engage à s'assurer qu'il n'y a pas de pollution qui s'en va vers le lac Denava ni le lac Echo. Parce que il n'y a aucun avantage pour nous de faire ça. On ne veut pas nuire à l'environnement, on veut juste économiser de l'argent en fait. C'est bien ça? Oui. Donc à ce moment-ci, je vous demanderai si vous avez des questions, juste vous pouvez vous nommer et on va essayer de répondre à vos questions. Monsieur, allez-y. Bonjour, je suis Benoît Panaccio, je suis le président de l'Association des propriétaires du lac d'Aïnava. Oui. Je suis accompagné par Jean-François Lacasse, qui est membre du conseil d'administration, ancien président également. Vous allez me dire pourquoi je suis ici. On est sur le territoire de Mélile. Évidemment, vous avez quand même bien mis la table. Je crois que notre association a entamé ces discussions-là ou a aidé à entamer ces discussions-là parce qu'on n'était pas vraiment au courant de ça. Ceci dit, on a reçu une communication de la ville de Mélile nous indiquant qu'il y aurait des tests procédés sur notre lac, en fait, dans le but de valider une approche. C'est pas clair vraiment qu'est-ce que le ministère de l'Environnement aurait besoin pour entériner ou valider cette approche-là ou ce site projeté-là. On s'est fait dire sur cette communication-là qu'il y avait plusieurs sites projetés. On n'a aucune idée des autres sites, ni combien sont projetés. Il se trouve que, compte tenu de la nature et de l'historique, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, de la carrière minière et des déversements. Et en fait, la carrière minière, il faut savoir que ces déversants sont directement dans le ruisseau Jackson qui s'attache à notre lac, le lac d'Aïnava, qui est sur le territoire de Mélile. Et tout de suite après le barrage, il y a le lac Saint-Laurent et ensuite ça continue jusqu'au lac Écho, ça revient donc sur votre territoire. Exact. Il se trouve que depuis toujours, hein, je dirais des décennies, il y a un litige avec ça. Les sédiments transportés par les utilisations de la carrière minière au niveau des sables, en fait, se ramassent dans notre lac. On a perdu de la qualité au niveau de notre lac beaucoup. Les fonds ont remonté. On était en litige. Bref, ça ne s'est jamais réglé. Le propriétaire de la carrière minière est un homme d'affaires assidu, je crois, qui priorise ses intérêts, bien évidemment. Il se trouve que j'ai 3 questions. Allez-y. Donc, compte tenu de l'historique problématique de longue date
reliés avec les activités et le site de la carrière minière, de ces déversants dans le ruisseau Jackson, le lac d'Aïnava, le lac Saint-Laurent, puis ultimement le lac Léco, puis j'en oublie sûrement. Ne trouvez-vous pas hasardeux, voire inapproprié de même considérer le site de la carrière minière comme un projet, comme un site de projet futur de dépôt à neige, sachant que une grande partie du site de la carrière minière qui est sur votre territoire et le nôtre, directement relié par ces déversants, sont des milieux humides également. Non, je ne trouve pas ça inapproprié. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, les sites de dépôt à neige sont très régulés au niveau des sédiments et tout ce qu'on peut déverser dans les effluents. Donc, moi, je pense que, c'est un site qui a déjà eu beaucoup de trafic de camions. C'est un site qui, au niveau des nuisances sonores, répond aux critères d'un site de dépôt à neige. Et je pense qu'on est capable, avec les technologies actuelles, de s'assurer que ça peut fonctionner sans polluer les effluents. C'est un avis, j'imagine, partagé par le conseil de ville. Oui. Moi, j'ai quand même regardé l'ensemble des obligations, puis des recommandations et des normes indiquées par le ministère de l'Environnement. C'est vrai que c'est assez rigide. Vous avez mentionné plusieurs millions de dollars ou 1 million de dollars et plus dans l'aménagement d'un site ailleurs sur le site. Il se trouve que bon, le site de la carrière minière est probablement, je parle au travers de mon chapeau un peu parce que je ne suis pas environnementaliste, mais probablement perméable. C'est une carrière de sable, on s'entend, c'est pas de l'argile ou c'est pas du roc. L'endroit où on veut faire le site, c'est sur le roc, effectivement, mais que ce soit le roc ou autre, c'est perméable. Donc, il va falloir étanchiser le site, c'est sûr et certain. Alors, c'était ma question, vous avez répondu. On verra la suite des choses. Deuxième question, si vous me permettez. Compte tenu de la situation géographique du site projeté sur le territoire de Morin Heights, trouvez-vous que ce site est idéal? On s'entend. Je vous rappelle que la carrière minière est située à l'extrême, la pointe extrême de votre territoire, au bout du bout, directement sur la frontière avec Mille-Îles. Évidemment, j'ai contacté la municipalité de Mille-Îles et ses élus aussi, de même que les gens, l'association des propriétaires du lac Léco sur votre territoire, les amis du ruisseau Jackson, avec l'aide de mon collègue. Bon, bref, on entame une série de discussions ouvertes, je dirais. J'ai même partagé avec vous directement, M. le maire et M. Lépine, notre liste, notre plan d'action pour faire en sorte. Notre but, c'est pas de bloquer le projet absolument. Le but, c'est de protéger la nature de notre lac. On comprend vos enjeux sans Est-ce que c'est au niveau géographique, moi je vous dirais, c'est pas mal moins loin que Mirabel. C'est une réponse un peu. En dépit de la pointe de Morin Heights, c'est que le développement de Morin Heights s'est fait complètement au bout de la pointe. La partie nord, c'est surtout des parcs, et la partie sud, c'est la pointe, puis c'est beaucoup plus près. La rue, finalement, le chemin Kirkpatrick est beaucoup plus près que la moyenne du territoire. Le reste est développé aussi. Juste pour répondre à votre question, M. Conacher, c'est pas si loin que ça. Il n'y a pas, si on prend la balance des inconvénients au niveau du bruit, au niveau de la circulation des camions, au niveau de l'utilisation du site, au niveau du zonage, ça coche toutes les cases. Voulez-vous qu'on parle de circulation de camions? On a eu une difficulté cet été passé, avec la 329, les camions qui passaient. On est en train de le vivre avec la 364. C'est pas vraiment quelque chose d'intéressant pour personne au niveau de la circulation des camions. Vous me permettrez, s'il vous plaît. Troisième question, quel autre site et combien exactement de sites ont été identifiés et font l'objet de la même étude? Vous avez mentionné quelques sites sur la lettre qui a été envoyée à la municipalité de Il y a eu 3 sites qui ont été identifiés par la firme d'ingénieurs pour l'instant, puis je ne vous dirai pas lesquels, puis la raison étant, normalement, rendu au stade-ci de l'analyse, même le site de Miller n'est pas supposé être public. Il y a eu de l'information qui a été sortie de quelque part, et puis on n'est même pas rendu à savoir si on va avoir un projet ou non. Donc,
à place d'alarmer tout le monde alentour, on veut voir si on est capable de faire le projet, oui ou non. Et suite à ça, le choix du site va être fait par le conseil. Et suite à ça, notre interlocuteur, si le site choisi est celui de M. Miller, ben notre interlocuteur, ça va être la municipalité de Mille-Îles. Et on va contacter M. Sauvé, qui est dûment élu par toutes vous autres pour vous représenter. Et M. Sauvé fera les représentations nécessaires. T'sais, nous autres, on ne peut pas dealer avec les associations de propriétaires de d'autres municipalités. Notre interlocuteur direct à direct, c'est municipalité à municipalité. Je pense que vous comprenez ça. On comprend très bien. Je pense que même la municipalité de Mille-Îles a été très surprise de la communication. Il n'y avait pas de contact de fait avant la réception d'une lettre qui collait. Encore, on ne savait pas si ça s'en va là ou non. On ne sait même pas si le ministère de l'Environnement va nous permettre de mettre ça là. Fait que pourquoi partir en peur avant de savoir si c'est possible ou non? Je comprends. J'apprécie votre honnêteté et votre réponse. Ceci dit, Monsieur le maire, sachez que notre intérêt est de sauver le lac. On prend tous les moyens qu'il faut pour s'en assurer. Et puis, je suis quand même surpris et déçu d'avoir une considération d'utiliser ce site-là, qui est un litige depuis très longtemps, et vous le savez très bien, par rapport à ça. D'autant plus que ça revient chez vous, par ces bassins déversants. On comprend très bien votre déception, M. Penacho, mais à un moment donné, nous autres, il faut qu'on prenne une décision. N'importe où, est-ce qu'on va mettre un site de dépôt à neige usée, il va y avoir des gens mécontents. On s'entend, là. Il n'y a personne qui veut ça à côté de chez eux. Les camps qui ont implanté à Saint-Sauveur, ça n'a pas fait consensus là-bas non plus. Donc, à un moment donné, nous autres, il faut qu'on décide, balance des inconvénients, qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est sûr et certain qu'on ne polluera pas le plan d'eau, le ruisseau Jackson, le lac des Navas et le lac Éco. Ça, je vous garantis. Je peux rajouter un détail technique. Oui. Le détail technique finalement, les neiges usées, c'est qu'il y a toujours du sel. Il y en a très peu à Montréal, je pense que c'est 5 de sel dans le sable, 3 Donc, à ce moment-là, quand on met la neige, il y a toujours des chlorures, le sel qui se dilue dans l'eau, c'est impossible dans l'eau. On va faire tous les traitements qui sont possibles. Puis l'exigence du ministère, c'est que l'eau, finalement, se déverse dans un cours d'eau pour ne pas atteindre la nappe phréatique. Parce que si ça atteint la nappe phréatique, là, on contamine l'eau de tous les puits de tout le monde. Là. Donc, il faut faire attention. Les chlorures ont été regardées. Si vous regardez le rapport de Brinard, vous allez voir qu'il y a une concentration de chlorure, finalement, qui est toujours inférieure, qui est toujours très basse. Donc, ça peut être ça que le gouvernement, que le ministère de l'Environnement surveille. Vos chlorures, votre eau qui provient du secteur, pas de chlorure ou très, très peu. Donc, à ce moment-là, il y a l'effet de dilution. Ils ne veulent surtout pas que ça atteigne la nappe phréatique qui est en dessous. D'où l'exigence d'avoir un cours d'eau à proximité. Je pense que c'est une exigence de dilution, puis pas nécessairement de nappe phréatique. Mais, oui, mais la nappe phréatique est là aussi. Donc c'est clair que... C'est pour ça les carrières à Montréal, c'est qu'il n'y a pas de prélèvement à partir des nappes phréatiques. La nappe phréatique à Montréal est contaminée. Nous autres, la nappe phréatique, c'est notre approvisionnement d'eau. Mais de toute façon, M. Panacho, nos experts vont tout analyser ça, puis ils vont nous dire toutes les possibilités et les potentiels de contamination. Et à ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit, on va faire les aménagements nécessaires pour éliminer et s'assurer qu'on respecte les règles du ministère de l'Environnement. C'est sûr que c'est ça. Vous avez mentionné le mot alarmé tout à l'heure. Sachez que nous sommes alarmés. C'est entendu. Ce n'est pas du tout rassurant la conversation que j'ai aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une conversation d'homme d'affaires. Je comprends que vous avez des décisions à prendre, mais j'ai pas l'impression, c'est peut-être erroné mon point de vue ou mon impression, j'ai pas l'impression que d'autres sites sont vraiment considérés de la même façon que ce site-là qui est, à mon avis, problématique, encore une fois, depuis longtemps. On vous entend, monsieur. On vous entend. Merci pour vos questions. Y a-t-il d'autres gens qui ont des questions? Mme Séguin? Oui, bonjour. J'aimerais vous parler de sentiers, mais d'une façon large. Saint-Sauveur, par exemple, a sorti une politique sur ces sentiers avec des horizons 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Oui. Même chose à Piémont pour la mobilité active. J'aimerais savoir au niveau de Moronite si vous avez quelque chose d'équivalent ou si c'est une demande de la MRC ou... Non, ce n'est pas une demande de la MRC. Nous autres, on travaille depuis un bon bout de temps à temps perdu une politique, pas une politique, un plan directeur de sentier.
Mais on part de beaucoup d'avance à toutes ces municipalités-là. Ah, avec le chômage, je suis d'accord. C'est ça. Fait que nous autres, on a répertorié tous nos sentiers depuis longtemps par GPS, sont tous intégrés à même notre règlement d'urbanisme que le Saint-Sauveur il commence à faire. Nous autres, on est d'avance là-dessus, mais effectivement, ça prend un plan directeur de sentier, ça prend un plan pour relier les sentiers et les pôles entre eux autres. Puis je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. Moi, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Hein? Ça fait longtemps qu'on jase des sentiers dans le domaine de Beaulieu, d'ailleurs, qui montent dans la montagne. Mais j'ai rencontré les promoteurs qui sont en arrière, qui font le domaine, les pilions, et ils ont accepté de nous céder des servitudes pour le sentier dans son endroit actuel. Il faut que ça soit praticable, là, en arrière du puits. Il faut que ça monte vers le sentier de Saint-Adèle. Ça, c'est des bonnes nouvelles. OK. Est-ce que vous avez, parce que sur leur panneau publicitaire, il indique sentier, mais il n'y a pas de tracé de vie. Non. Puis ça a l'air beau parce qu'on voit qu'il y a un espace, donc on pense que le sentier va passer dans cet espace-là. Mais physiquement, ça n'y va pas, je le sais. Bien, en tout cas, vous n'êtes pas venu vous personnellement dans la partie haute, là, mais. On a monté ensemble? Oui, mais vous n'avez pas fait la traverse en haut, au-dessus des sentiers. Non, c'est bien trop dangereux. Ben, nous, on l'a fait encore récemment. Et on a constaté effectivement que c'est impossible de passer juste dans la partie que vous avez achetée. On est d'accord. Donc, on est d'accord, fait qu'on est content que messieurs Fillon vont nous accorder des servitudes. OK. Donc, quand est-ce qu'on peut. C'est quoi la suite? Ben, la suite des choses, c'est qu'ils allaient contacter parce qu'ils ont vendu un terrain, un des trois qui était. Ben, il y en a deux qui sont indiqués vendus sur leur panneau. Ça a l'air qu'il y en a juste un. Oh, Il y en a un vendu, fait qu'ils vont discuter avec le propriétaire, puis il semble que c'est une personne de plein air, fait que ça va aller bien. Fait ils vont juste négocier avec lui. Aussitôt que lui est fait, ben, on va prendre le tracé de la MRC, hein, qui a été GPS. Le dernier qu'on a fait en 2021, je crois. Ouais. Ouais. Puis on va le. On a fait deux, on est allé 2 fois avec. Ouais. Puis la première fois, on passait pas mal plus bas, qui était plus facile. Ouais. Puis ensuite, on a essayé de passer le plus haut possible. Ben, c'est celui le plus haut possible pour essayer d'accommoder les propriétaires. Okay. Mais on va prendre ça aussitôt qu'ils ont l'accord du propriétaire, on va mandater un arpenteur qui va nous faire une description technique, qui va nous céder les servitudes. OK. Donc, ça peut être revu, le dernier sentier qu'on a fait avec M. Millette. Ça ne devrait pas. On veut quelque chose de praticable. Donc, c'est le dernier qui est praticable avec M. Millette dans la partie la plus haute. On avait quand même des petits bouts qui passaient assez difficilement, parce que vous savez qu'il y a plusieurs ruisseaux qui descendent de la partie d'en haut, du boisier du sommet. Donc, ces ruisseaux-là, on doit les traverser avec le sentier. Oui. Ouais. S'il y a des aménagements à faire, bon, on s'occupe pas de ça avec M. Charbonneau ici. OK, c'est bon. On attend. Merci, mais on avance. Tranquillement, pas vite, mais on avance. Merci. Si je peux me permettre, M. le maire, oui. Sur le plan directeur. Oui. On a commencé les travaux sur le plan directeur. On a donné mandat à l'Institut des territoires de nous accompagner pour une première démarche du plan directeur. Donc, on a eu une rencontre et ça suit son cours cette année. Tranquillement. Je vous regarde. Bonjour, M. le maire. Bonjour, le conseil. Je suis ici aujourd'hui pour savoir si le conseil est au courant d'un événement qui s'est passé la fin de semaine de la Saint-Jean passée, le 22, pour être précis, concernant les ventes de garage et des enseignes qui ont été enlevées et détruites par un des élus de la municipalité. Ben, ce n'est pas un élu, c'est un employé. Ah, c'est un employé. Okay. Mais oui, on est au courant. On a parlé de ça. Au fait, c'est une enseigne qui était illégale, qui était enlevée par un employé municipal. On a reçu votre mise en demeure et on n'y donnera pas suite. OK, c'est bon. J'ai devant moi des règlements qui parlent de l'éthique et la déontologie des élus municipaux, qui incluent les employés et les citoyens. Et certainement, qu'est-ce que j'en conviens de ça? C'est que peut-être que les enseignes en question étaient illégaux, et j'en conviens. Peut-être pas Ben non plus, j'en conviens ici. Mais quand même, c'est de la façon que l'employé en question, qui n'était pas en service à ce moment-là, s'est présenté sans s'être présenté comme employé de la ville, officiellement peut-être. Il était habillé en civil, avec son véhicule personnel. Alors, pour moi,
c'est peut-être pas quelque chose qui est bien acceptable. Pour ça, c'est que je pense qu'il y a eu manque de respect. Je pense qu'il aurait pu utiliser une autre façon, respectueusement, en bon citoyen, de venir voir et de s'expliquer. On a arrivé à une entente. Et maintenant, vous avez devant vous une mise en demeure pour dommage. Pourquoi? Parce que cette journée-là, qui était le samedi, d'une vente de garage, on sait tous que c'est la journée la plus achalandée. Et voici que je me promenais à remplacer les pancartes parce que je ne savais pas à ce moment-là qui les avait enlevées. Mais je me promenais à remplacer les pancartes et de cela, ben, je n'étais pas en la vente de garage pour accueillir mes clients. Alors, j'ai eu des pertes monétaires. On a compris votre missive dans la mise en demeure. D'accord. On n'est pas du même avis que vous. On pense que les employés qui sont en service ou non, qui fassent appliquer la réglementation, c'est une bonne chose. Et on ne pense pas que la prolifération de pancartes un peu partout dans la municipalité, c'est une bonne chose non plus. C'est contre la réglementation et ça ne donne pas une belle apparence à la ville. D'accord. Et je ne suis pas ici pour débattre ça non plus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai débat? C'est la façon que l'employé, à 3 reprises, a détruit les pancartes. Après la première reprise, je pense qu'il aurait été assez intelligent de te virer de bord, aller voir, peut-être le monsieur il n'a pas compris, on va se parler. Si la pancarte, M. Beauregard, n'était pas chaînée après le poteau de Oui, lumière, il l'aurait simplement enlevé et emmené à l'hôtel de ville, puisqu'il n'était pas capable. La raison pour laquelle il n'était pas là, parce que ce n'est pas la première fois que je fais des ventes de garage à cet endroit-là. Okay. Ça fait au moins 5 années différentes, je n'ai jamais eu de problème. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait pris ma pancarte et il l'avait mis dans le milieu de la rue. Okay. Alors, c'est pour la raison que je l'ai chaîné pour pas que ça ne reproduise encore, pour ne pas produire un accident ou quoi que ce soit. Okay. Alors, c'était fait de bonne foi. C'était pas fait pour vexer personne. Puis, qu'est-ce qui me blesse? Puis, je pense que vous avez vu le post que j'ai mis sur Facebook. Ouais. Il y a au-dessus de 100 commentaires des gens qui ont trouvé ça aberrant de la façon que le monsieur en question a fait. Moi, j'ai lu tous les commentaires. Je vous dirais, c'est 50-50. Il y a 50% des gens qui trouvaient que vous ne devriez pas mettre des enseignes là. 50% des gens trouvaient que... Disons que c'est 50%, mais je ne débattrai pas ça, parce qu'il y en avait qui disaient des conneries, là, puis j'en conviens, mais si vous avez lu mes commentaires, ils ont été toujours respectueux. Et je respecte les gens. Puis la seule chose que j'aimerais, c'est que la personne qui a fait ça, donc M. Lépine, pourrait au moins s'excuser de la façon qu'il a fait les choses, par respect pour moi en tant que citoyen. Vous parlez de respect, manque de respect, etc. C'est pas un manque de respect de continuer à mettre des pancartes quand vous savez très bien que c'est pas accepté par la ville, c'est pas un manque de respect. Je ne sais pas très bien parce que ça fait non, plusieurs mais fois que je le fais. Vous pouvez faire ce que vous voulez tout le temps, puis nous, on ne peut pas. OK, on ne commencera pas. On commencera pas. Je ne pense pas qu'on doit intervenir. M. Saunier. Je ne pense pas qu'on doit répondre. On ne débattra pas. Je pense que je pense pas qu'on doit répondre quand je veux parler, M. Saunier. Mais je ne pense pas qu'on doit répondre. Monsieur et Madame au Conseil, là, on ne débattra pas ça ce soir au Conseil publiquement. D'accord. On va avoir les discussions en privé, mais nous, on supporte les actions de M. Lépine qui a fait. Bon, ben, voyez-vous, là, ça va finir à la Cour des créants. On comprend ça. Et il y a un juge qui jugera que ces actions, si ont été favorables à la paix, à l'intégrité en tant que citoyen de Morin Heights. On comprend ça. Merci de m'avoir entendu. Bonne soirée. Bonne journée. Merci. D'autres questions? Ça va? Bon, M. Schlachter? Juste, je sais que la 364 n'est pas de votre responsabilité, mais sûrement vous êtes au courant un peu plus qu'est-ce que la province veut faire. Pouvez-vous m'éclairer un peu? Absolument. La 364, où il y a des endroits de feu de chantier présentement, il y a eu, avec le dernier coup d'eau, une érosion du bord de la rue et ils ont découvert, en allant voir l'érosion, que le ponceau qui traverse en dessous de la 364 est fini. Donc, le prochain coup d'eau, le côté droit, où si on met les cônes, il risque de s'affaisser. Donc, à partir du 17 juillet, ils vont fermer la 364 au complet et ils vont réparer le ponceau. C'est des travaux qui, dans leur estimation, durent 1 semaine et demie. Donc, on parle du 17 juillet au 26 juillet, fermeture complète. Le détour des camions, d'après les dernières informations que j'ai, c'est Côte-Saint-Gabriel, Tamaracuta, 329.
le détour des autos, c'est Côte-Saint-Gabriel-Est, comment ça s'appelle, pas chemin des entreprises, l'autre en arrière, Legault, Christiville. Et comme je discutais avec M. Filiatro, qui reste là, avant la réunion du conseil, nous allons mettre, puis pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fervent admirateur des dos down, mais avec la quantité de voitures qui vont passer par le chemin Christiville et le chemin Legault, on va mettre des dos down dans ces chemins-là pendant toute la durée des travaux, parce qu'on parle d'un DGMA, de débit journalier moyen, qui passe sur la 364, c'est 10 000 véhicules par jour. Fait que pendant 8 jours de travaux, plus une fin de semaine, puis on parle des périodes des vacances en construction, ben il va y avoir du monde qui vont passer là. Donc, on va s'assurer, un, que la circulation et les vitesses sont respectées. Deux, que la police va être là le plus possible. Il y a une bonne collaboration avec la police. Et trois, notre gang de travaux publics va être sur les lieux pour s'assurer s'il y a des trous qui se forment ou s'il y a des problèmes avec les accotements, qu'on agit rapidement là-dessus parce qu'on est conscient que ça va être très, très, très problématique pour les gens qui restent dans ces accidents. Mais c'est des travaux qui sont nécessaires. Suite à ça, il va y avoir des travaux de réflexion de la chaussée de Mornight à Saint-Sauveur, mais là, ils vont permettre la circulation en alternance. Au moins, ça va être ça, mais ça va être après les vacances de construction jusqu'à la fin du mois. Fait qu'on a un été de trafic en vue à Mornight, entre Mornight et Saint-Sauveur. Ça ne sera pas repoussé. Ça ne sera pas repoussé. Non, ça ne sera pas venu, je pense. Dr. Measures? Good evening. I have a small wetland on my property. Am I allowed to cut down some trees and plant grass? In the wetland? No. Well, this is what Hydro-Quebec thinks Oh. that I have to do because my lot is not managed. I saw you in the paper. Okay. Now, I'm just wondering whether the municipality can support the citizens on this issue. I know you can't really do too much. I talked we can support to it. some people at the municipal council. I talked to Mr. Levin about this. Now, Hydro-Quebec, they prune the branches so there's no power outages. Yep. And I have no problem with that, even taking down trees that are diseased, anything like that. And I remember a few years ago, the municipality actually complained to Hydro-Quebec so that they cut the trees along the 364. Yes. Okay. Now, they've neglected their infrastructure. And on my particular road, the last time they pruned the branches was almost 10 years ago. Okay. Now, I have no problem with a few branches, but because they haven't been there since, I think it was 2007, the amount of debris is incredible. Okay. Okay? I saw the pictures. Yeah. Well, that's not the worst that I've been contacted by other residents, one in Morin Heights and someone in Chernsey, and they sent me pictures, and what I have is nothing, really. Now, I'm just wondering, all this debris provides fuel for fire, and on your Facebook page, you have a little article from Soft Food, in which they recommend that there be no debris within 30 meters of your house. Now, this is not a coniferous forest where fire is a normal part of the ecosystem. Right. But just the same, the prediction for this summer was supposed to be very hot and very dry. Fortunately, we're getting a lot of rain, so the weather forecast so far has been wrong. Mm. But just the same, if it ever dries, all you need is somebody to just throw a cigarette. Okay. So you would like us to ask Hydro-Quebec to clean up the debris, right? Well, yeah, I mean, I've contacted them innumerable times, and their excuse is, well, it's good for biodiversity, it's good for the environment, which is a lot of BS. They don't do it because it costs money, I That's right. understand that. But if they looked after their infrastructure on a more regular basis, it wouldn't be so problematic. Now, I'm wondering whether the municipality can at least support the citizens by sending a letter to Hydro-Quebec and deploring the mess, the eyesore. Imagine what tourists think when they drive by it along some of the We'll do streets. better than that. They must think there's a bomb that fell. We'll do better than that. We'll pass a resolution. That's how council expresses itself officially.
So I could send a letter and that's like, not doing much, but if all council sends a letter and asks Hydro-Quebec, close to the homes, it doesn't have to be everywhere, but close to built homes, I agree with you, I think they should clean up their mess. Yeah. Because it's messy and it looks terrible. So I think council, if we're talking about it now, but I think we can all agree that we'll pass a resolution next month asking Hydro-Quebec to clean up within a certain distance of homes because it makes no sense. Because it puts a burden on residents. Someone that contacted me is older than I am. Yeah. And I still consider myself in good shape, so I'm endeavoring to clean up myself. But I try contacting someone, pay someone to remove them. Yeah. Or even rent a chipper, except my car can't pull a chipper because its weight is too much for my car. Okay. And my neighbor is gonna be burning his branches. Okay. So that's good for Yeah. CO2 emissions. Right. Anyway, if you can, Yep. you know, put a little pressure on Hydro-Quebec, but Sure. I'm not holding my breath. They're not gonna do anything. I don't want to give you any false hope. No, they're not gonna do anything. But I know. morally, we do support you. Sure. Okay, Mr. McLaurin? All right. Yeah, I just wanted to add, they came to me this spring, now, I guess you know where I live? Yeah. Well, I don't know what the name of that highway, Street 29, the one that was gonna be 364. closed? 364. 364. They came along this spring and they said they want to do the main line down past my house. And they said they want 6 meters. So they're gonna take, they wanna take 2 meters of my grown trees and cut them all down, if you can imagine that. Now, so far, they haven't actually come and asked me to sign a piece of paper, which I, Well, they passed a law that they don't need permission anymore. That's right. well, They I'm can just cut, I saying, think, 5 meters from the hydro line, which means they're gonna be cutting a lot of it trees. contributes, in my opinion, that this whole business about 6 meters is, yeah, it perhaps saves a few power outages, but it's a really disastrous activity in terms of the environment and green spaces and And it CO2 defeats the and whole everything. purpose. Yeah, Defeats the purpose. it's just, There's actually a rumor going around that Hydro-Quebec's gonna pass a law saying that anybody that refuses yeah, no, to it's let not trees cut on the property It's is not a gonna have to rumor. I pay heard the it on the cost radio, yeah. for the repairs of the electrical line if your tree falls on the electrical. Now, the gentleman that contacted me from Guernsey says he's seeking legal advice, but I don't think that's gonna work. All I can tell you is for years and years, there's a bunch of people in St. Adolphe Howard that fought against Hydro-Quebec for a big line, and they never won anything, and a lot of them got sick because of it, and it's Well, not. Hydro-Quebec is a power unto its own. They're above the law. They can do what they So, want. so just to tell you, we will pass a resolution this spring, All right, all right? we'll see what happens. Thank you. D'autres questions? Moi, j'aurais une question, s'il Allez-y. vous plaît. J'ai écouté très attentivement la présentation des résidents du lac d'Aïnara. Je me présente, je suis Michel Prévost, je suis au lac Éco et je parle au nom de l'association et du ruisseau Jackson, aire naturelle protégée. Est-ce que vous avez un échéancier de décision? Est-ce que vous pourriez nous donner une On n'a idée? pas un échéancier de décision parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'échéancier du ministère de l'Environnement. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont. On fait des analyses, on va envoyer les analyses au ministère de l'Environnement, puis on ne sait pas combien de temps que ça prend pour qu'eux autres analysent ça. Fait que c'est difficile pour moi de vous dire oui, ça va être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'action sur le terrain avant l'été 2025, c'est sûr et certain. Pas d'action avant l'été. D'action ou de décision prise? Ben, les décisions vont être prises suite à l'analyse du ministère de l'Environnement. OK. Puis vous pensez que ça va être autour de l'été 2025? J'ai aucune idée. Aucune J'ai idée. aucune idée. Des fois, ça prend 3 mois, des fois, ça prend 6 mois. Quand on a fait l'analyse pour notre système d'eau usée ici à Morlaix, ça a pris des années à avoir des réponses. Je sais pas. Mais vous êtes une association de chez nous. Aussitôt qu'on a des nouvelles, on va vous informer, vous. Bon, OK. Est-ce que une dernière question? Vous dites que vous étudiez également d'autres sites. Je comprends que vous ne voulez pas nommer ces sites-là. Est-ce qu'il y a aussi des études environnementales que vous allez faire sur ces sites-là? Est-ce que vous les faites? On a déjà fait des études préliminaires sur les 3 sites en question. Oui. Et selon les réponses
réponse du ministère de l'Environnement, on répond à leurs demandes. Donc, sur tel site, il nous demande telle chose, tel site, il nous demande telle chose, tel site, il nous demande telle chose. Donc, on attend vraiment les questions du ministère de l'Environnement pour pouvoir réagir, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour avancer. Donc, en ce moment, une dernière fois, allez-y, Mme Prévost, c'est pas. Donc, en ce moment, les tests que vous faites sur le site Miller, c'est suite à des directives que vous recevez du ministère. Nous, on a identifié des sites potentiels pour le déploiement. OK? On a identifié des sites potentiels. Sur chaque site, le ministère, il regarde la topographie, les ruisseaux alentours, comment que ça se passe, est-ce qu'il y a des facteurs de dilution possibles, et il nous demande des précisions. Bon, nous, pour dire oui ou non sur ce site-là, ça nous prend telle information, telle information, telle information. OK, j'ai compris. OK, merci beaucoup. C'est bien? Bonjour. J'ai remarqué qu'au cours des derniers mois, il y avait beaucoup de contrôles de la Sûreté du Québec sur la 329. Puis c'est bon, ça permet de rouler lentement. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui peut être faite, par contre, aux téméraires à pied ou en vélo qui traversent la piste aérobique, là, qui, pour eux, la lumière, c'est carrément optionnel. On voit une auto, on passe, je dirais qu'une fois sur 5, c'est quelqu'un qui freine pour ne pas provoquer un accident. Et quand je vois une famille, 2 adultes, 2 enfants traverser en courant en tenant leur vélo, je me dis, d'ici la fin de l'été, il va probablement avoir un accident grave. Je ne sais pas si ça relève de la Sûreté du Québec. Je ne sais pas si on peut mettre une affiche en disant simplement « Attention, il y a des autos, la lumière est obligatoire », mais chaque fois qu'on passe là en auto, on a une certaine nervosité de voir. C'est pas les chevreuils qui nous font peur, là. Mais ça ressemble à des chevreuils. Ça court partout, puis ça regarde pas. Moi, je pense que nous, on peut mettre des pancartes pour sensibiliser les gens d'utiliser vraiment le bouton poussoir qui est là, parce qu'il est fait pour eux. Là. On est chanceux que le ministère des Transports nous a permis de mettre ça là. Dans le temps. Au mois de décembre, dans les renforts. Une chance qu'ils nous ont permis de mettre ça là, parce que c'est un outil absolument primordial pour faire traverser les gens. Je suis d'accord avec vous. Puis souvent, les gens qui ne connaissent pas la place, c'est encore pire, là, parce que vous et moi, vous connaissez, nous autres, on ralentit automatiquement. Là. Mais les gens qui passent à travers, ils ne connaissent pas la place, c'est effectivement dangereux. Je pense qu'on va faire des pancartes informant les gens qui marchent. Un autre endroit qui devient de plus en plus dangereux, c'est entre à côté de chemin Allen et Bennett. Il y a une traverse qui est là. Puis encore là, c'est. Mais là, il n'y a pas de signalisation. Ça fait que le monde prenne leur élan, puis allez, on traverse. On pourrait, à rigueur, demander de mettre une affiche pour les véhicules automobiles. Attention, traverse. Il faudrait qu'on demande au ministère des Transports, mais effectivement, oui. Merci. Ça va? Il y a la contrepartie. Moi, je regarde, il y a beaucoup de gens qui, quand les gens traversent, ils ne regardent même pas. Je vois souvent ça, il y a des gens, c'est dangereux. Les gens qui ont appuyé le bouton, ils voient qu'il y a quelque chose, ils traversent, ils ne regardent même pas. Mais ça, on ne peut pas réglementer les mauvaises habitudes. Ça, je comprends. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est réellement dangereux. Vous avez une question? Bonjour. Vas-y, bonjour. Mon nom, c'est Mathieu Bégin. J'ai une question. On a acquis un lot de. Le numéro du lot, c'est 3 190 409 dans le coin du chemin Lakeshore, puis je pense que ça s'appelle Moon River Nord. Puis, on a fait faire des examens au niveau de l'environnement, puis en tout cas, il y a des milieux humides. Puis, on voulait savoir, au niveau de la ville, est-ce que vous avez, vous, je sais pas, des besoins, que ce soit en termes locatifs, en termes. Quel type de développement, en fait, que vous privilégiez sur votre territoire? Ben, le type de développement, c'est résidentiel, majoritairement unifamilial, dans la majorité des zones de la municipalité, sauf
au centre-ville. Ouais. C'est pas mal ça. Puis, est-ce que ce serait possible d'avoir, je sais pas moi, l'information, tu sais, les autres terrains qui longent ce lot-là, si ça appartient à une personne ou à une entreprise X? Mais vous avez un accès par le site de la MRC des Pays d'en haut sur l'évaluation foncière. Vous pouvez voir les propriétaires de tous les lots de la municipalité. Tous les lots de la MRC au complet. Juste aller sur le site, aller sur l'évaluation foncière, cliquez sur la carte de Mornight, allez sur votre zone, vous allez voir tous les lots. Vous avez les noms des propriétaires, mais vous n'avez pas leurs coordonnées. Parce que ça, c'est des documents confidentiels. Le mieux, c'est matrice graphique Mornex. Ça va envoyer sur le site de la MRC. Merci. L'autre petite question, si on propose une rue, puis que cette rue-là traverse de façon perpendiculaire les ruisseaux qui se trouvent sur le terrain. C'est difficile de répondre à des questions comme ça. Je vous inviterai à aller voir notre service d'urbanisme, présenter un projet en particulier, puis ils vont vous analyser. Non, mais ça a été présenté, c'est juste que comme ça vivote, on va dire ça comme ça. Ça vivote, c'est oui ou non. Il n'y a pas de vivotement dans les règlements. Je ne comprends pas. C'est bon. Ah. D'autres questions? C'est le maire? Oui, on lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.